effet, on m'a souvent posé la question, pourquoi le français? Pourquoi je l'ai choisi? Et pourquoi je lui porte tant d'amour? C'est que je ne l'ai pas choisi à l'école. Parce que, à l'époque où je faisais mes études à l'école secondaire, dans chaque école, il n'y avait qu'une seule langue étrangère enseignée. Soit c'était l'anglais, soit le français, soit l'allemand. Dans mon école, il n'y avait que le français. Et heureusement. Donc, à l'école, je n'avais pas l'embarras du choix, bien sûr. Mais ce sont mes enseignants de français, Madame Lamara Abouadze et Tamar Marsagishvili, qui m'ont transmis ce très grand amour pour la langue, pour la culture, pour la civilisation française. Et plus tard, j'ai choisi le français pour ma profession. Et à l'époque, c'était l'Institut des langues étrangères. Et c'est à l'Institut des langues étrangères que j'ai eu une professeure exceptionnelle, Madame Tina Sarjoladze, qui était de famille des immigrés géorgiens qui avaient quitté la Géorgie après l'invasion des troupes russes, hein, après que la Géorgie a perdu son indépendance. Donc plus tard, elle est revenue en Géorgie avec son mari, qui était l'ancien prisonnier de guerre, qui avait l'illusion que une fois rentré dans son pays, le pays allait l'accueillir à bras ouverts. Or, quand il est descendu du train, il a été arrêté sur le champ et déporté. Donc, elle a fait plusieurs démarches pour retourner en France. Elle n'a pas pu, elle est restée, heureusement pour nous, parce que nous avons eu après quelqu'un qui était vraiment, on peut l'idéaliser, c'est quelqu'un qui nous a appris tant de choses. Ce n'est pas seulement le français, c'est la vie. Et on peut dire que c'était une personnalité qui a beaucoup marqué ma vie. Et c'est comme ça que j'ai eu cette profession que j'aime. Et c'est une chance quand on fait quelque chose qu'on aime. Et c'est comme ça que je n'ai jamais fait une ligne de démarcation entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc, le français, voilà, c'est ma vie. Après mes études universitaires, j'ai dû partir à Moscou pour faire ma thèse de doctorat. Et quand je suis retournée en Géorgie, Madame Tina Sarjoladze animait des leçons de français à la télévision et elle m'a invitée à animer ces leçons avec elle. Plus tard, elle a voulu abandonner. J'ai eu la relève, mais avec son fils déjà, avec Sohrab Kachkachishvili, qui est un parfait quadrilingue, mais pour qui le français est une langue maternelle, disons comme ça, et qui est devenu plus tard diplomate. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai repris la relève, j'ai mis en exergue à mes émissions une réflexion de Victor Hugo qui disait « Tout homme a deux patries, la sienne et puis la France ». Et puis, donc, c'était ça. Pour tous ceux qui participaient à mes leçons de français, la France était une deuxième patrie. Parce que j'avais en émission Kocho Javafeshvili, Teonotadeshvili, mes anciens étudiants, etc. On faisait des mises en scène, etc. Et c'est comme ça que, au moment où le premier ambassadeur, parce qu'il y avait le premier qui résidait à Moscou, mais le tout premier ambassadeur qui soit venu en Géorgie était M. Bernard Fassier. Donc, quand il est venu en Géorgie, on avait encore des émissions de français et j'ai eu la possibilité aussi de l'interviewer. Mais ce qui était très important avec la mise en place et l'installation de l'ambassade de France en Géorgie, c'est que ça nous a beaucoup facilité nos tâches, nos activités pour la promotion de la langue française, de la culture en général. Et puis, quel est l'objectif des ambassades en général quand on les installe dans d'autres pays? C'est de rapprocher deux peuples. Mais ce rapprochement doit passer tout d'abord par
par l'éducation, par l'instruction, ce qui est très important, dont l'importance a été reconnue toujours par Victor Hugo, qui est reconnu comme le père de la nation, tout comme Ilia Djadjovadze pour les Géorgiens, le père de la nation. Mais n'oublions pas que Victor Hugo a été reconnu aussi comme visionnaire, comme le père spirituel, ou bien encore le grand-père de la construction européenne. Et comme la Géorgie a toujours aspiré à cette intégration européenne, nous sommes conscients du rôle que l'ambassade de France joue dans notre rapprochement de l'Europe, justement, dans l'intégration de la Géorgie à l'Europe. Et une des priorités de l'ambassade a toujours été donc l'éducation, l'instruction. Mais un des objectifs, c'est aussi de faire connaître le pays où on est installé dans le monde. Et nous avons eu une très belle occasion d'avoir M. Bernard Pivot, le journaliste universellement connu, qui faisait à l'époque des émissions Bouillante Culture. En 1995, nous avons mis en place le Centre géorgien de la francophonie. Et à l'Assemblée, nous avons réuni des francophones, francophiles de toute la Géorgie, et parmi ceux qui assistaient à cette mise en place du centre, il y avait Djandri Kachia, monsieur Djandri Kachia. Et quand on se demandait par quoi on allait commencer, il a dit « Est-ce que je peux vous suggérer une idée ?» Bon, bien sûr, on l'a écouté, il nous a dit « Vous invitez Bernard Pivot, il fait une émission, vous allez voir que la Géorgie va être connue dans le monde entier. » En effet, M. Bernard Fassier n'était plus là, il était déjà parti, mais je l'ai appelé le lendemain en lui disant nous avons cette proposition, et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit, bon, bien sûr, vous lui adressez une lettre, mais si vous voulez bien, moi aussi, je vais écrire une lettre. Et bien sûr, c'était vraiment une opportunité. Et en effet, je n'ai pas connu le contenu de la lettre, bien sûr, mais c'est Bernard Pivot qui l'a beaucoup apprécié, il a accepté tout de suite. Et un mois après, il est venu en Géorgie avec son réalisateur pour rencontrer d'éventuels participants à l'émission. Après, il est revenu et il a enregistré une émission sur la Géorgie Bouillante Culture où il a montré aussi le journal en langue française que nous publions à l'époque et qui avait comme titre La Géorgie francophone. Donc on avait déjà publié 2 numéros, il les a montrés à l'émission et après on a eu plein de propositions d'abonnements de par le monde. Voilà. Et c'est comme ça que après il y a eu beaucoup de personnes en France qui ont voulu faire quelque chose pour la Géorgie. Et un an après, il y avait Margie Sudre, qui était à l'époque secrétaire d'État à la francophonie, qui est venue avec une délégation, avec des livres, etc. Et donc c'était une surprise pour moi, mais j'ai été décorée, j'ai eu une distinction chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Je vous rassure qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui le méritaient bien avant moi au moment où je la recevais, mais bon, il paraît que j'ai été chanceuse et j'ai eu cette décoration, mais plus tard, en 2011, son Excellence Monsieur Eric Fournier et Monsieur Joël Pasteneur ont voulu que je sois élevée au grade d'officier dans l'ordre des palmes académiques. Pourquoi ce voyage officiel en Géorgie, alors qu'après un an de votre nomination, vous n'avez pas encore sûrement visité tous les autres pays francophones? Non, certainement. Vous savez, les pays francophones, il y en a 48 en dehors de la France, donc je ne les ai pas tous visités, mais il y avait là une circonstance particulière et qui me tenait vraiment à cœur. C'est à la suite de Bouillante
culture de Bernard Pivot, que vous avez tous pu voir, nous avions pu collecter un grand nombre de livres pour la Géorgie, puisque le thème était cela. Et les livres étant arrivés ici, nous avions à les distribuer dans des écoles, des universités, dans des bibliothèques, et je trouvais que la moindre des choses était que le ministre de la Francophonie accompagne ce don. Merci beaucoup. Merci pour ce livre aussi. Pensez-vous que la Géorgie est un pays d'avenir pour la culture française? Si oui, par quels moyens? Ce que j'ai pu voir, évidemment mon passage en Géorgie est bref, mais ce que j'ai pu voir ici, c'est un véritable amour de la culture française et de la langue française. Sans doute le nombre de Géorgiens qui parlent le français a-t-il diminué ces dernières années, et vous êtes confrontés, comme beaucoup de pays, à des réalités économiques qui fait que, sans doute, l'anglais est pour vous un meilleur vecteur au niveau des échanges économiques et commerciaux, mais j'ai senti réellement une vraie ferveur de la part des Géorgiens pour la culture française. Et à l'heure actuelle, à ce qu'on me dit, les enfants, les jeunes gens géorgiens se mettent à réapprendre volontiers le français. Mais je crois que c'est à vous, les femmes, de leur donner cette envie. Vous savez, ce sont souvent les mères, les femmes qui font apprendre une certaine langue et qui maintiennent une certaine langue. Ce n'est pas pour rien qu'on dit d'une langue qu'elle est maternelle. Et je me rends compte d'ailleurs que les femmes sont nombreuses ici à parler français. Donc j'espère qu'elles donneront l'envie à leurs frères, à leurs enfants de parler le français. Mais je dois vous assurer que je n'aurais pu rien faire sans une équipe de mes collègues, aussi dévoués que moi à la langue française, une très belle équipe à l'époque où j'étais chef du département de français, plus tard directrice de la filière francophone, français langue étrangère appliquées. Et c'est comme ça que donc nous avons avancé peu à peu dans la promotion de la langue et de la culture française. Quand je parlais du rôle de l'ambassade dans la coopération interuniversitaire, qui est une des priorités aujourd'hui aussi de l'ambassade de France en Géorgie, c'était en 2000 que nous avons pu signer une convention de coopération avec l'université Paul Valéry Montpellier 3, et c'est grâce à des efforts inouïs d'un professionnel exceptionnel tel Ivan Kabakov, qui a fait un projet. Donc, il est à l'origine de cette coopération, qu'il a déposé au ministère français des Affaires étrangères, et on a eu un financement sur 3 ans de $30,000, ce qui a permis donc la mise en place d'une filière francophone. Et c'est comme ça que nos étudiants ont pu avoir cette chance de connaître le système de l'enseignement français, le système français de l'enseignement plutôt, et d'apprécier cette chance qu'ils ont eue. Je dois dire que à cette époque-là, la Géorgie n'avait pas encore signé la déclaration de Bologne. C'est un processus qui a voulu et qui a démarré en 1989. Il y avait une déclaration qu'avaient signé 29 pays d'Europe, dont l'objectif était de créer l'espace européen d'enseignement supérieur, pour faciliter la mobilité, pour faciliter la lisibilité plutôt, pour la compréhension de la lisibilité des diplômes délivrés par des universités européennes grâce au supplément de diplôme qu'ils ont élaboré. Donc le supplément de diplôme nous disait quel était le parcours que les étudiants avaient fait, et surtout ça favorisait la mobilité. Mais pour poursuivre le fonctionnement de la filière, il fallait avoir d'autres sources de financement, et c'est en 2004 que l'université française a déposé le projet à la Commission européenne, le projet Tempus. Et nous avons eu à cette époque-là un très grand soutien de la part de Madame Virginie Constant. Donc il y avait un consortium assez important, donc notre université, l'université Paul Valéry, et des universités belges, l'université libre de Bruxelles,
mais francophone, et Institut universitaire de Bruxelles. Et quand j'ai eu la réponse définitive de la commission, j'ai appelé Madame Virginie Constant. Elle n'était pas à l'UNICI, elle était dans une école dans la région de Raja. Et quand je lui ai dit, Madame Constant, vous savez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. D'après sa réaction, j'ai compris, je la voyais sauter de joie. Elle était heureuse comme tout. Ce qui a permis à une trentaine d'étudiants de master d'effectuer une mobilité d'un semestre dans ces 3 établissements européens. C'est le programme de master qui est très demandé, qui attire beaucoup de candidats quand il y a l'inscription au programme de master à l'université. Notre coopération avec l'université Paul Valéry a, comme vous avez dû comprendre, une longue histoire, parce que ça date de 2000, la première convention qu'on a signée. La deuxième, on a signé en 2006, en présence d'une délégation de cette université. Après, on a signé une 3e en 2012, et cette année, on va signer une 4e convention, et ça va se dérouler dans le cadre d'un colloque international de doctorants, où participent aussi des professeurs, des chercheurs de par le monde. L'internationalisation de la recherche est une des priorités majeures de notre université. Et là aussi, on est beaucoup soutenu par l'ambassade de France en Géorgie, par l'Institut français de Géorgie. C'était en 2011, quand M. Gilles Carasso était directeur de l'Institut français de Géorgie et conseiller de coopération et d'action culturelle, qu'on a organisé la première édition du même colloque ayant le titre L'Europe et le Caucase, les relations internationales et la question de l'identité, avec l'Université Paul Valéry, avec l'Université d'État d'Erevan et l'Académie des sciences d'Erevan, et avec la participation d'éminents chercheurs français qui étudient, qui sont des arménologues et kartvelologues, disons comme ça, bon, spécialistes de l'arménien et du géorgien, de la culture, de l'histoire, etc. de ces 2 pays. Les actes du 2e colloque, qui s'est déroulé à Montpellier, ont vu le jour en 2016, à la maison d'édition Goettner, et qui porte le titre « L'Arménie et la Géorgie en dialogue avec l'Europe du Moyen-Âge à nos jours ». Donc c'est un recueil de textes très important et qui nous font connaître donc la relation de la Géorgie et de l'Arménie avec l'Europe à des époques différentes, en commençant par le Moyen-Âge et jusqu'à nos jours. Il faut absolument que je parle d'une très grande opportunité qu'on a eue avec la présence de M. Serge Andrieux, quand l'ambassade de Géorgie s'est installée en Géorgie. C'est lui qui était attaché linguistique. Monsieur Serge Andrieux est de formation philosophe, un intellectuel hors pair, qui est un fin connaisseur de l'histoire de la culture géorgienne et qui a beaucoup contribué à ce que de la Géorgie soient envoyés des textes. Il faut d'abord que je raconte quand même pourquoi on a eu ces textes. C'est que il y avait un jeune français, un certain monsieur Sorel, qui a eu l'idée de créer une association, les femmes mythiques et légendaires, beauté et lumière de l'humanité. Et c'était un projet ambitieux vraiment, dont un des objectifs était de recueillir des textes sur les femmes mythiques et légendaires dans des pays, donc dans 180 pays du monde. Et c'est comme ça que Madame Nanon Shevardnadze, qui était à l'époque présidente d'une association géorgienne qui portait
comme nom Les femmes de Géorgie pour la paix. C'est elle qui a réuni des historiens, des critiques d'art, etc. Géorgiens, leur a demandé de rédiger des textes sur des femmes mythiques et légendaires géorgiennes. Et j'ai été sollicitée pour la traduction, mais bien sûr, je ne pouvais pas accepter que je traduise toute seule ces textes, et j'ai demandé à M. Sergentrier de m'aider à traduire les textes. Donc finalement, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de l'association à Paris, et je lui ai montré le texte sur mes dés. Et quand il lisait le texte, il me regardait, et puis il continuait à lire, et puis il me dit « C'est vous qui avez écrit ça ?» J'ai dit « Non, c'est pas moi, ce sont des spécialistes, mais en plus c'est la traduction de quelqu'un qui est, comme je vous disais, Sergentrier, qui est en plus, bon, donc il maîtrise bien sûr le français, mais pour faire des traductions, il faut aussi connaître, il connaît très bien les sources tant géorgiennes que étrangères sur l'histoire et la culture géorgienne. Et finalement, on a su que les textes géorgiens qui étaient envoyés étaient reconnus comme les meilleurs des textes envoyés de 180 pays du monde. Il y a encore une chose très importante dont je voulais parler. Vous connaissez sans doute un couple exceptionnel de Madame Irène Ketlevanishvili et Monsieur Cyril Navarre, qui, je dirais, étaient les premiers ambassadeurs quand même, parce qu'ils étaient venus un peu plus tôt que l'ambassade soit ouverte en Géorgie, et ils ont fait énormément de choses pour la Géorgie en général dans différents domaines, mais surtout pour l'éducation. Ils ont fait énormément de choses pour les jeunes géorgiens en les hébergeant chez eux à Paris, en créant ici un centre, une librairie-bibliothèque. Donc, ils m'ont demandé de faire la liste des auteurs et des œuvres qu'ils pouvaient apporter pour leur bibliothèque. Ça fonctionnait pendant quelques années, et puis quand la bibliothèque était fermée, la librairie, les livres qui restaient, ils ont beaucoup enrichi notre centre de documentation, et c'est comme ça que nous avons une riche littérature, surtout du XXe siècle. La littérature française, c'est grâce à eux. Nous avons un très grand soutien de l'Institut français de Géorgie. Depuis que le Code Frère-Corps a été créé, comme je disais, donc à chaque fois qu'il y avait le colloque à Tbilissi, on a un financement de l'ambassade. Mais Monsieur Jean-Yves Lavoire a voulu contribuer aussi à l'organisation d'un très grand colloque d'ailleurs en 2015, Langue et territoire 2, avec la participation d'une centaine de chercheurs de 28 pays du monde. Donc, et l'Institut français de Géorgie a financé la participation de chercheurs des universités françaises. Et c'est comme ça que cette année aussi, l'Institut français va financer la venue de 2 chercheurs pour qu'ils puissent présenter leur communication pour une session plénière pour le colloque du mois d'octobre, où nous avons également 97 participants de 15 pays du monde. Et quand je parlais de l'importance du français en tant que langue de la recherche, à l'ère de la mondialisation où la majorité des savants faire publier, faire leurs publications en anglais, nous sommes en train de promouvoir le français en tant que langue de la recherche et la formation à la recherche des jeunes en français. Ça c'est très important. Les actes ont été publiés en coopération avec nos collègues canadiens qui sont à l'origine d'ailleurs de ce colloque, parce que le premier colloque Langue et territoire s'est déroulé
au Canada, à l'université Laurentienne de Sudbury. Et après, donc, la deuxième a eu lieu à Tbilissi en 2015, et la troisième édition au Maroc cette année, au mois de mai. Et c'est pendant le colloque de Tbilissi qu'on s'est entendu qu'on allait organiser le même colloque tous les 2 ans dans des pays différents du monde. Comme résultat de cette deuxième édition du colloque Langue et Territoire, nous avons donc la publication des actes en 3 langues, en français, en anglais et en géorgien. Les textes des chercheurs géorgiens sont publiés en géorgien et en traduction en français, la plupart, et certains en anglais. Donc, c'est aussi cette priorité de l'ambassade de promouvoir le plurilinguisme. Bon, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, qu'on essaie de promouvoir le français, bien sûr, en tant que vecteur de la culture, langue de la recherche, etc., mais aussi valoriser la recherche dans la langue nationale. Et c'est ce que je trouve que c'est très important. Et toujours, l'Institut français de Géorgie soutient beaucoup les publications. Donc on a eu un soutien financier pour la relecture des textes en français. Et c'est comme ça que les textes publiés en français, les traductions plutôt, sont de qualité vraiment.